Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va accueillir Timothée. Timothée qui nous vient tout droit de chez Kana. On va pouvoir parler de plein de choses, des prochaines sorties de chez Kana, de notamment l'édition Hokage de Naruto, qui a fait énormément de bruit en Naruto, qui nous revient avec une édition qui tabasse vraiment. Donc ça va être génial. Je vais l'accueillir, je mets mon petit casque. Là, hop, hop, on l'accueille tout simplement chez nous. Je vous invite à l'accueillir chaleureusement dans le chat en lui disant bonjour. Hop, il devrait arriver incessamment sous peu. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé les présentations. Ah, voilà Timothée. Bonjour, est-ce que vous Bonjour Timothée. m'entendez? Ouais, Moi, je t'entends parfaitement. Sur le bon, live, on t'entend aussi. impeccable. Parfait, parfait. Bon, bah, Timothée, déjà, merci d'arriver à cette heure tardive. Il faut savoir que Timothée, il est en France, donc actuellement chez À lui, à Bruxelles, pas en Bruxelles. Oh là France, là, à Bruxelles. oh là là, oh Attention, là là, attention. Alors, je grosse suis erreur. français, mais faut pas vexer faut pas Ouh là vexer là, les Belges. grosse erreur. Bah, tu sais quoi, Timothée? Bah, présente-toi, comme ça on en apprendra un petit peu plus sur toi. Eh bien, je m'appelle Timothée Guédon, je suis éditeur chez Cana. Je suis arrivé à Bruxelles parce que donc je suis français, j'avais fait des études d'histoire et j'ai fait un master métier du texte et de l'édition. Pour ce master, on devait faire un stage. J'avais envie de le faire dans une maison d'édition BD et c'est comme ça que j'ai débarqué à Bruxelles. Bruxelles, pays de la BD, du franco-belge. Et j'ai débarqué chez à la fois Dargo Benelux et Ecana. Donc voilà, une maison d'édition BD franco-belge et une maison d'édition manga. Parce que c'est Yves Schlierf, directeur éditorial d'Argo Benelux, qui avait fondé Cana. Parce qu'à l'époque, il était libraire en même temps que directeur éditorial de Dargo Benelux. Et dans sa librairie, il avait commencé à importer du manga en VO. Et ça partait comme des petits pains. Et donc, il s'était dit, bah, tiens, faut lancer une maison d'édition manga. C'est comme ça que Cana est né, en 96. Donc, moi, je suis arrivé en 2006, donc comme stagiaire, puis assistant édito, puis responsable édito et enfin éditeur depuis 2018. Voilà. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire, après, c'est quoi le métier d'éditeur, on va dire, chez Canal? Ça représente quoi, vraiment? Alors c'est sélectionner les titres pour alimenter le catalogue de Cana. Donc Cana, c'est une des plus anciennes maisons françaises, enfin, en langue française qui édite du manga, avec notamment Naruto, excusez du peu, Death Note, Assassination Classroom, Hunter x Hunter, quoi d'autre, enfin voilà, plein de Monster aussi, de Naoki Monster. Urasawa, du Asano. Et vraiment avec un catalogue très généraliste qui va voilà, aussi bien du shoujo au shonen en passant par le seinen, avec cette envie d'être le plus représentatif de tout ce qui peut sortir au Japon, cette envie de s'ouvrir à cette autre forme de bande dessinée dans toute sa richesse, sa diversité. Et donc, mon rôle en tant qu'éditeur, c'est de voilà, nourrir ce catalogue et de continuer à l'alimenter et faire vivre notre fond pour continuer de partager cette passion qu'on a pour cette bande dessinée qui nous vient du Japon. Ah oui, et d'ailleurs, en parlant de Japon, donc j'imagine, avant de faire les sélections, enfin, pour faire les sélections, tu dois quand même être pas mal, comment dire, renseigné sur ce qui sort au Japon, sur les nouvelles sorties, sur de quoi les gens Oui, parlent. Comment ça se passe à peu près à ce niveau-là? effectivement. Alors, déjà, je suis pas tout seul. Il y a une autre éditrice avec moi, Yuki Takanami, et qui, elle, est parfaitement bilingue, japonais-français. Moi, je maîtrise pas le japonais, j'ai essayé, mais j'ai essayé trop tard, je pense, j'étais déjà trop vieux. Et donc,
on veille, on fait de la veille. Alors la veille, c'est surveiller toutes les publications dans les magazines de prépublication japonais, soit papier, soit en numérique. C'est se tenir au courant un peu de ce qui se passe au Japon via différents sites d'information, et puis, mais aussi ce qui se passe en France, à la concurrence, et voir un peu voilà, ce qui remonte sur les réseaux sociaux, de quoi on parle, qu'est-ce qui a l'air de plaire, tiens, euh, voilà, essayer de sentir le vent, sentir la vague, et à force de croiser les informations, on recoupe, et il y a des titres qui remontent, qui nous tapent dans l'œil, et on affine notre recherche au fil du temps, avec des fiches de lecture, avec voilà, tout un tas d'informations qu'on essaye de collecter pour se dire, ouais, ce titre-là, il est vraiment bien, il trouvera sa place chez Cana, et on est les mieux armés pour le défendre sur le marché. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, vous surveillez aussi ce qui se dit sur les réseaux sociaux, par-ci, par-là, pour voir s'il y a des titres qui ont de l'engouement, même en France déjà, alors qu'ils ne sont pas encore sortis. Oui, oui, mais c'est ça qui est génial aussi avec la communauté des fans de manga, c'est qu'ils sont très au courant de ce qui sort de l'actualité japonaise. Et donc, ils en parlent très vite entre eux. Donc, c'est ça qu'on essaye voilà, de suivre. Mais enfin, c'est aussi on voit combien de fois des libraires nous ont dit, ah bah, nous, notre rayon manga, on n'a rien à faire. Enfin, les ados viennent et ils savent déjà ce qu'ils veulent. Et c'est plutôt nous qui venons leur poser des questions sur telle ou telle série. Et pareil avec des bibliothécaires. Alors, les choses ont changé, et maintenant, voilà, il y a des libraires qui connaissent super bien leur rayon manga et toute l'actualité. Mais c'est vrai qu'il y a une communauté qui est ultra connaisseuse. Donc, C'est voilà, ça. ils sont au taquet. Et en plus, bah, avec les réseaux sociaux, les vidéos, maintenant, bah, on a de quoi se renseigner avant d'acheter. Donc c'est vrai que j'imagine que dès qu'ils se rendent en librairie, ils savent déjà ce qu'ils vont acheter. C'est à peu près ça. C'est un peu ça, les fans de manga, c'est un peu mon cas aussi. Je voulais te poser une petite question. Toi, c'est quand que tu as découvert les mangas, c'est quand que tu t'y es vraiment intéressé? Est-ce que c'était lors de ton travail ou c'était bien avant? C'est un peu, je crois, comme beaucoup de Français finalement, parce que moi je suis de la génération récré 2, donc c'est-à-dire que là, je ne sais pas si on aperçoit, il y a un Goldorak derrière Ouais, moi. oui, je l'ai vu. Moi j'ai connu d'abord alors les dessins animés japonais, donc Goldorak à la télé. Puis après, il y a eu avec le Club Dorothée, on a connu Dragon Ball, Saint Seiya, Jeanne et Serge, enfin, tout un tas de séries. Et du coup, je ne savais toujours pas que c'était du manga à la base. Pour moi, c'était des dessins animés. Je ne savais même pas que c'était japonais. Et puis, fin des années 90, Dragon Ball arrive dans les kiosques et dans les librairies. Et c'est comme ça que un jour en librairie, je dis, mais tiens, c'est quoi ça, Dragon Ball? Et je dis, ah, mais attends, mais c'est le dessin animé que je connaissais. Et puis, j'ai commencé à en acheter un qui était, parce que je voulais essayer j'avais dû louper des épisodes au moment où Raditz, le frère de Goku, arrive sur la Terre. Je dis, ah tiens, et donc j'ai trouvé cet homme-là, et puis après, c'était foutu, quoi. Je suis, Tout acheté. voilà, j'ai tout acheté, j'ai tout lu, et c'est comme ça que je suis tombé dans le manga. Sachant que j'étais déjà par ailleurs fan de bande dessinée et de comics, mais le manga, voilà, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et donc tout à l'heure, tu as dit que tu étais éditeur là, depuis 2018. Est-ce qu'il y a une série dont tu es vraiment fier d'avoir pu importer en France, enfin, au niveau de la francophonie, chez Kana? Est-ce qu'il y a si tu veux dire une série où tu dis, ah là, vraiment, je suis vraiment content d'avoir pu proposer ça? Euh, Moi, c'était mon coup de cœur de l'année dernière, je dirais, c'était Kowloon Generic Romance de Jun Oh, Mayuzuki. Donc, on avait déjà publié Après la pluie, sa série précédente, et voilà, et on a pu réenchaîner avec sa nouvelle série. Et parce que j'adore cette autrice, elle a une façon de raconter les histoires, de découper, de s'arrêter sur les détails, et juste avec voilà, un cadrage sur un détail, elle arrive à nous faire passer quelque chose de ses personnages, une ambiance.
Et je la trouve assez extraordinaire là-dedans. Enfin, ouais, toute la force, toute la magie du manga. En quelques cases, paf, on arrive à nous embarquer ailleurs. Et là, dans cette ville étonnante de Kowloon, et puis avec ces personnages assez rocambolesques. Donc, ouais, non, voilà, ça, c'est très content que cette série soit notre catalogue. Ah, moi, ça fait un moment qu'il faut qu'il est dans ma liste de lecture. Là, j'en ai entendu que du bien. Et c'est sûr qu'au premier abord, c'est pas. J'aurais dit que c'est pas vraiment un manga fait pour moi, mais je vois tellement de gens en parler, alors qu'ils sont fans de shonen et tout ça, et ils me disent, il faut absolument que tu lises Kunlun Generic Romance. Et vraiment, je vais m'y intéresser. C'est une petite transition pas trop voulue, mais enfin, en fait, je voulais parler aussi parce que Kunlun, c'est disponible chez Mangaio aussi, au niveau numérique. Il y a Naruto aussi qui est arrivé en édition numérique chez Mangayo. Et Naruto est aussi arrivé, enfin, va arriver bientôt dans une Ouais. édition assez particulière. Je peux la présenter. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette édition, donc l'édition Hokage de Naruto? Ah, Oh je non, peux la même vous chance. montrer. Je peux même vous Oh la montrer chance. le tome 1. Donc, cette édition, voilà, 2022, ce sont les 20 ans de la publication de Naruto en France. Donc, ça fait un petit temps qu'on avait cette date-là en tête, qu'il allait y avoir cet anniversaire, et il fallait trouver, on avait envie de marquer le coup et de faire plaisir aux fans voilà, qui nous ont suivis et qui ont défendu la série depuis le début. Et alors, il faut savoir qu'au Japon, il y a l'édition classique de Naruto, et puis c'est tout. Il y a pas de deluxe, il y a pas de perfect. Et donc, voilà, on a demandé à la Shueisha s'ils étaient OK pour qu'on puisse proposer une édition un peu, un, un peu plus ouais, prestige, premium. Et parce que Naruto a été un espèce de phénomène sur le marché francophone où il a réussi à être numéro 1 pendant 10 ans devant One Piece, ce qui n'a jamais été le cas au Japon. Ils ont dit OK, on vous fait confiance. Et donc, on propose donc, cette nouvelle édition de Naruto, donc dans un format plus grand, 148 par 210. Je ne sais pas si, pour comparer avec un format plus classique, enfin voilà, c'est comme la Monster de luxe, par exemple. Et donc Ouais, voilà, petite différence de taille au niveau format. Au niveau épaisseur, on est parti sur alors des volumes doubles, c'est-à-dire il y aura 36 tomes, parce que voilà, on ne veut pas faire attendre les fans pendant X années. Et donc, on est aussi sur un rythme de parution qui sera assez soutenu. Donc là, on va avoir les tomes 1 et 2 en même temps. Puis après, ce sera un tome tous les mois, histoire qu'en 3 ans, la série soit complète. Et c'est pas juste de simples volumes doubles. On l'imprime sur un papier plus quali, et puis on publie les pages couleurs qui étaient publiées dans le Jump, dans le Weekly Shonen Jump, qui ne sont pas reproduites dans l'édition classique. Donc on a toutes les pages couleurs qui sont dans cette édition, et des bonus. Donc là, on a fait tout un travail de recherche avec la Shueisha pour voir qu'est-ce qu'on pouvait édité qui était inédit en français. Et donc, par exemple, dans le tome 1, il y a l'épisode pilote de Naruto. Et, avec le et petit voilà. renard. Voilà. Et Et donc, on se rend compte que le Naruto qu'il avait imaginé 2 ans avant le début de la série n'est pas celui qu'on a connu, que Kishimoto Sensei a bossé avec son tanto, avec son éditeur, pour nous proposer le Naruto qu'on a lu et qu'on a dévoré après, quoi. c'est ça, Et, c'est ça qui m'a séduit avec cette édition. Je dirais c'est les bonus. Parce que moi, honnêtement, j'ai déjà tous les Naruto, l'édition classique, chez mes parents. Parce que j'étais fan de Naruto, j'ai commencé les mangas avec Naruto. Je suis vraiment un fan ultime, donc je me suis dit, bon, je vais pas racheter des Naruto, mais j'ai vu que déjà, les nouveaux formats, les formats plus grands, déjà pour apprécier une œuvre, c'est cool. Mais moi, ce qui m'a vraiment séduit, c'est les bonus qu'il y a à l'intérieur, donc notamment les petites interviews par-ci par-là, le chapitre pilote et tout. Et de savoir qu'il y aura un bonus à chaque tome, donc au niveau de chaque les 36 tomes, ça régale parce que ça va, comme tu viens de dire, il y aura des trucs vraiment inédits qu'on n'a jamais reçus en France.
et qu'on n'a jamais vues et qui vont être traduites et tout ça. Et ça c'est vraiment, vraiment plaisant. Et en plus, au Québec aussi, on est vraiment fan de Naruto. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de dire à toute la communauté là, qui est là dans le chat, restez attentifs. Vous pourrez gagner, hop, là, je vous partage ça. Vous pouvez gagner quelques petits goodies Naruto, notamment un shikishi, des cartes postales, des pochettes et un poster. Pour gagner ce petit lot, ce tout petit lot, enfin, il y aura 2 lots à gagner. Il faut que vous soyez parmi les 2 premières personnes à répondre à cette question. Quel est le nom de la maman de Naruto? Comme c'est bientôt la fête des mères chez nous au Québec, c'est le 8 mai. Donc voilà, les 2 premiers à répondre pourront gagner le lot. On va attendre parce qu'il y a un petit décalage. J'espère que vous l'avez quand même, hein, la maman de Naruto. Ah, on en a eu un. Et c'est bon, on a les 2. Ne pas s'en mêler les pinceaux quand on tape sur les claviers. C'est toujours ça le stress sur ce C'est genre de ça. quiz. C'est ça. Félicitations donc à Shaggy et à Rue Phil. Je vous ai noté. On va vous demander de nous envoyer un message sur Facebook. Envoyez-nous votre adresse, votre nom, prénom et le lot que vous avez gagné. Après, on se chargera de voir comment on peut faire comment on pourra vous donner ces cadeaux. En tout cas, félicitations à vous. On va repasser à l'entrevue. Hop, tac, tac. C'est un petit peu dur, hein. De tout gérer. Voilà. Maintenant, Timothée, je voulais que tu nous parles un peu des prochaines sorties. J'allais dire des prochaines sorties au Québec, mais c'est pas vraiment une sortie au Québec. C'est. Enfin, je, pardon, je me mélange complètement les pinceaux. Je voulais que tu nous parles de Togen Anki. Nous, actuellement, il n'est pas sorti au Québec, mais il sort très bientôt. Moi, j'ai la chance, à travers mes activités on va dire, de créateur de contenu, de l'avoir déjà reçu de la part de Kana. Voilà, j'ai le tome 1 et hop, le tome 2. Et je D'accord. voulais que tu nous en parles un petit peu plus parce qu'on devrait le recevoir très bientôt ici au Québec. Et voilà, et le tome 3 qui est déjà voilà, sorti en France. Ouais, donc ouais, c'est ça, j'ai découvert le décalage entre les dates de sortie françaises Oui, et québécoises. Bah, écoute, c'est un shonen, alors un peu corsé, un peu sanguinolent, c'est pour ça qu'il est dans notre collection d'Arcana. Il vient du Weekly Shonen Champion, donc de chez Akita Shoten. Et on revisite la légende de Momotaro. La légende de Momotaro, c'est donc une légende japonaise où on a un petit garçon qui naît dans une pêche, qui est recueilli par deux vieux qui vont l'élever. Et puis, mais il est super fort, ce Momotaro. Et un jour, on lui dit, ah, mais tiens, sur l'île là-bas, faut pas y aller parce qu'il y a plein de démons. Et en gros, lui dit, ah bah, c'est pas grave, j'y vais et je vais aller tous les zigouiller. Donc, c'est voilà, la légende de Momotaro contre les Oni, les démons qui habitaient cette île. Et donc, le parti pris de l'auteur, c'est et si ce n'était pas juste une légende, si ce combat entre les descendants de Momotaro et les descendants des Oni, des démons, se poursuivait encore aujourd'hui. Et donc, le héros qu'on va suivre, que vous avez sur la couverture du tome 1, lui, c'est plutôt un sale gosse. Il est avec son père, plutôt que d'aller à l'école, il est plutôt en train d'essayer de vendre des armes en douce. Et puis, un jour, il y a un mec qui débarque et qui essaye de le liquider. Il ne comprend pas pourquoi. Son père va tout faire pour le défendre. Et malheureusement, il va décéder pendant le combat, mais juste avant, il dévoile un peu le pourquoi on s'en est pris au héros. C'est parce qu'il a du sang de démon qui coule dans les veines. Et donc, il va se retrouver, malgré lui, embarqué dans cette guerre qui oppose ces deux clans, des Momotaro et des Oni. Il va être heureusement récupéré par la faction des Oni, par un des profs enfin, un des profs. Il y a aussi des écoles chez Léonie, voilà, pour qu'il apprenne un peu à découvrir son pouvoir et à le maîtriser. Mais il va d'abord falloir qu'il fasse ses preuves. Et puis après, on va le suivre voilà, dans ce conflit avec
là, ce qui nous a séduit dans ce shonen-là, au-delà du graphisme et du dynamisme de la série, c'est ce personnage qui déjà est du côté des soi-disant méchants, mais sauf qu'on va découvrir que finalement, ces démons, ils ont aussi une vie de famille, ils ont aussi des relations entre eux, et que cette guerre fait des victimes des deux bords. Et lui, quelque part, son objectif, ça va être de trouver une solution pour mettre fin à ce conflit qui, euh, qui règne entre les deux factions. Et c'est très très bon. Moi honnêtement, j'ai lu les deux premiers tomes. Et comme tu le dis, ce protagoniste, c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude parce qu'au premier abord, il a l'air très antipathique. Vraiment, quand on lit le premier chapitre, mais au fur et à mesure, on va s'attacher à lui. Et on n'en a pas parlé, mais les dessins sont vraiment top, très dynamiques. Et tu l'as dit au début, mais voilà, c'est chez Kana Dark. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est quand même assez sanglant. C'est même le propos, on va dire, du Et comme pouvoir du, 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 euh, du protagoniste. ouais, les protagonistes et toute la bande des Oni, ils ont tous des pouvoirs liés au sang, et qui a des façons un peu, voilà, parfois un peu gore d'utiliser C'est ça. C'est le ça, et sang. notamment le protagoniste, lui, il va s'en servir pour plus au niveau des armes. Donc, honnêtement, c'est une très très belle nouveauté de chez Kana. Et ça sort bientôt au Québec, donc restez connectés. Et on vous invite forcément à vous y intéresser. Est-ce qu'il y a un autre titre dont tu voulais parler? Moi, je me suis noté Sweet Concrete, qui est Alors, sorti très ouais, récemment. ouais, et ça, c'est une création. Donc, c'est un auteur français, Senshiro, qui, voilà, c'est que, mais j'imagine comme au Québec, il y a toute une génération d'auteurs qui sont baignés, qui ont grandi avec le manga, et qui donc aujourd'hui ont envie de raconter des histoires dans ce format-là. Et c'est comme ça que Senshiro nous a envoyé son dossier. Et graphiquement, enfin, il a des décors de fou furieux. Il ménage pas ses efforts au niveau du dessin. Et il a une histoire avec des personnages un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir, là encore. C'est ça qui nous a plu, et notamment son héroïne, Asa, donc, qui est une femme flic, un peu tête brûlée, du genre à pas écouter la hiérarchie, les ordres de ses supérieurs. Donc un jour, évidemment, ça se retourne contre elle, et elle est mise à pied. Elle va en profiter pour essayer de ranger son appart qui est plutôt en bordel. Et en faisant ça, elle va retomber sur des affaires de son père, qui était lui aussi policier, mort au service, enfin pendant le service. Et, mais sauf qu'elle se rend compte, donc elle va retrouver son ancienne arme de service, et puis des dossiers. Et là, les informations commencent à être contradictoires par rapport à ce qu'on lui avait dit sur la mort de son père. Et donc, elle va mener l'enquête qui va la conduire dans un des quartiers de la ville de Ciel Azur, le quartier de la Citadelle, qui est un quartier qui a été ravagé par une catastrophe industrielle il y a une quinzaine d'années. On pense qu'il n'y a plus de vie dans cette zone-là, et sauf que les apparences sont trompeuses. Et donc voilà, on va la suivre et débarquer dans cet univers un peu fantastique. C'est un manga qui m'intéresse vraiment. Et en plus, c'est vrai que moi, quand je m'y suis intéressé, j'ai vu que c'était une création originale Canal et bah, c'est surtout une création française. Donc ça fait plaisir. Les dessins ont l'air fabuleux. L'histoire aussi, elle a l'air vraiment mystérieuse et comme tu dis, assez différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc ça régale. Et pour terminer un petit peu cette entrevue, est-ce qu'il y a un dernier manga auquel tu voudrais parler? Ou Bah écoute, allez, je vais en faire deux, un si ou j'ai le deux, temps. vas-y. Ah, t'as le temps, t'as le temps. Mission Yosakura Family, je sais que Yes. c'est déjà sorti chez vous, et je voulais voilà, juste en reparler parce que là, le tome 6 est arrivé, et on rentre vraiment dans l'intrigue principale avec Taiyo et Mutsumi, où on en sait plus, on commence à en savoir un peu plus sur la mort des parents de Taiyo, et tout ça a un lien avec le sang de la famille Yosakura, donc la famille de Mutsumi. Et voilà, il y a vraiment un, un gros fil rouge qui commence à se mettre en place, avec des méchants bien badass qui débarquent, et notamment enfin, voilà, des histoires avec la famille Yosakura et les ancêtres et tout ça. Enfin voilà, faut pas que j'en révèle, faut pas que je spoil, mais voilà, on rentre vraiment
dans le dur, dans la partie la plus intéressante. Après, voilà, certains tomes où on nous a présenté tous les personnages, tous les membres de la famille. Il y a toujours le côté fun, mais voilà, il y a la partie plus intrigue sérieuse et action qui se met en place. Et donc voilà, je vous conseille de continuer à lire cette série du Weekly Shonen Jump, encore une fois. Et puis, autre série dont je voulais vous parler, Adabana. Cette fois-ci, on est dans notre collection Big Kana, mais dans un format, donc Big Kana, ce sont nos seinen, mais dans un format un peu plus grand que d'habitude. On est sur donc 148 par 210, là aussi. Un thriller terminé en 3 tomes de Non, qui est une autrice japonaise. Et là, je vais juste vous donner le début de l'intrigue. On est dans une petite ville de province au Japon. On apprend aux informations à la télé qu'une lycéenne le corps d'une lycéenne a été retrouvé, assassiné, avec des parties du corps découpées. Et débarque au commissariat une autre lycéenne qui se rend et dit « c'est moi qui l'ai tué ». Et donc, voilà, l'intrigue commence comme ça. Il y a son avocat, commis d'office, qui est chargé de la défendre, qui va chercher à savoir le fin mot de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et c'est là qu'on commence à se rendre compte que tout n'est pas aussi évident que ce que ça pouvait laisser penser. Et donc, on est embarqué dans un thriller polar. Donc, vraiment, voilà, pour les lecteurs avertis, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment dures, violentes, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais pour les fans de thriller polar, c'est vraiment du très, très bon, avec un dessin magnifique et une ambiance bien glacée à souhait. C'est en 3 tomes, tu nous as dit? Ouais, la série finie Ok. en 3 tomes. Et donc, nous, on sort les 3 tomes. On a prévu de les sortir en 2022, histoire de ne pas Ok, faire durer le suspense. Parce que voilà. Une fois que tu es parfait. embarqué, tu as envie de connaître la Bah, suite. c'est ça, les thrillers, en principe, c'est très dur de s'arrêter à Voilà. un tome. On a envie de tout lire d'un coup. C'est le principe du page turner qui maîtrise bien. Et donc là, c'est le cas ici. C'est parfait. Je te propose de terminer cette entrevue en nous dévoilant ton manga favori, si tu devais en choisir un. C'est à chaque fois cette question piège. C'est impossible. Il C'est y a un bon tellement biais. de bonnes choses. Ou au pire, ta dernière grosse découverte, c'est ton dernier gros coup de cœur. Bon, alors, je vous ai déjà parlé de Kowloon Generic Romance. Kowloon. Non, alors je vais revenir sur. Ah, si, Entre les lignes, qui est dans notre collection Life, donc plutôt récit tranche de vie. Où on suit le parcours de 2 jeunes femmes, une adolescente qui a 15 ans, qui vient de perdre ses parents dans un accident de voiture et qui se retrouve à devoir vivre avec sa tante, qui elle a la trentaine, qui est écrivain et qui était plutôt en mode je vis toute seule et faut pas me faire suer. Et donc, une adolescente débarque dans sa vie et on suit la cohabitation de ces deux jeunes femmes, et j'ai trouvé ça très très juste au niveau du propos, sur le ressenti, les sentiments, et ce que dit la tante à sa nièce par rapport au décès, par rapport au deuil. C'est très touchant. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce récit, et qui est voilà, toujours en cours, et donc j'attends le prochain tome avec impatience. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre? Entre les lignes. Entre les lignes. Parfait. Bah, merci Timothée. Je sais Merci que à toi. c'était tard pour toi, pour Ouais, l'entrevue. non, mais écoute, T'étais c'était un trop, plaisir d'avoir l'occasion de parler avec vous. Donc, merci pour c'était l'invitation. c'était trop gentil. Puis on te libère. Je te souhaite une bonne nuit et Ouais, repose-toi bien. merci, à bientôt. À la prochaine, Timothée.